Il n'y a pas que l'actualité, actualité souvent malheureuse dans la vie, il y a aussi l'amour, ce qui n'est pas un mauvais refuge par les temps qui courent. On profite donc de ce 14 février pour aborder la question de l'amour. Ici aujourd'hui en compagnie d'une grande sociologue, Eva Illouz. Bonjour Eva Illouz, vous avez été distinguée par le prix Emmet en Israël, ce qui est l'une des plus grandes distinctions qu'on peut décerner à un scientifique dans ce pays. Vous enseignez à Paris, à Jérusalem, à Princeton. Je sais que vous êtes plutôt rare dans les médias. Vous venez de publier Les marchandises émotionnelles, un livre sous votre direction aux éditions Premier Parallèle. Et dans ce livre, Eva Illouz, il y a justement une histoire éclairante. Vous comparez deux personnages, un homme et une femme qui s'apprêtent à vivre un premier rendez-vous amoureux. Et vous soulignez qu'il y a des différences profondes dans la manière dont cet homme et cette femme s'y préparent. Lesquelles? Alors, d'abord, je mets plutôt l'accent sur ce qui les unit. Alors, il s'agit de Catherine Townsend, qui est une journaliste britannique qui tient une rubrique sexuelle pour le journal britannique The Independent, qui en soi est assez intéressant. Donc, elle raconte ses aventures sexuelles sur cette rubrique. Alors, ces aventures sexuelles vont de ses déboires avec des hommes divers à ses expériences lesbiennes, ses expériences avec, dans des parties sexuelles, etc. Et donc là, il s'agit d'un date D'une conventionnel, rencontre? d'une rencontre conventionnelle. Et elle nous en fait. Alors, on va voir sa voix à elle et sa voix à lui. Sa voix à elle, donc elle va dans un grand magasin, elle se cherche une nouvelle lingerie et s'aperçoit que le prix de la lingerie est très élevé, mais elle est avec un ami qui lui conseille d'acheter en lui disant: «Ce soutien-gorge et cette culotte, tu verras, ça aura l'effet escompté». Et donc, même si elle y passe la moitié de son salaire, mensuel, elle achète la lingerie. Donc et elle a passé et donc elle fait elle tient une sorte de journal au jour le jour, où elle nous raconte, ses pérégrinations pour trouver, la culotte ou bien le chemisier ou bien les chaussures qui vont, aller pour se préparer à cette rencontre. Et elle va aussi faire un compte du temps qu'elle y a passé. Son com ce le son pas son compagnon, mais l'homme qu'elle va rencontrer fait aussi un décompte et on s'aperçoit qu'il va dépenser beaucoup moins. Il va simplement s'acheter un shampoing, ou bien peut-être rafraîchir une chemise et il va y passer 2 heures et non pas une semaine comme elle. Donc je commence le livre avec, cette vignette qui est une vignette, destinée à nous amuser, mais qui contient quand même quelque chose de sérieux et de général. Et je m'intéresse à ce qui est général dans le particulier. Et alors, Alors ce justement, qui est dans cette général histoire, dans cette dans ce vignette, alors Eva Illouz, ce qui est général, c'est, le fait d'abord d'utiliser des objets de consommation. Le fait même qu'on conçoit la rencontre amoureuse comme, une rencontre qui demande beaucoup de préparation et ces préparations, ce sont c'est en soi des actes de consommation pour se rendre, non pas seulement attirante mais sexy. Alors elle utilise beaucoup le mot sexy. Le mot sexy en tant que tel est une catégorie qui a été inventée par la société de consommation. Alors le concept évidemment pouvait exister avant, mais on se pense comme sexy à partir de la société de consommation. Ensuite, on va utiliser les objets donc pour aussi créer de l'atmosphère, puisque son copain lui dit: «Tu verras, achète ce soutien-gorge ou cette culotte auront l'effet escompté». Donc les objets ont une sorte de valeur, émotionnelle ou plutôt un effet pragmatique émotionnel. Donc tout ça me fait dire que les rencontres, émotionnelles, des acteurs sont structurés en amont, et pendant la rencontre par des objets de consommation et par des pratiques de consommation. Et c'est ce que j'appelle dans ce livre les emodity, qui est un composé de 2 mots en anglais, emotional et commodity, c'est-à-dire marchandise émotionnelle.
donc c'est un seul mot. Et c'est ce qui me fait dire dans ce livre que le capitalisme a produit, certainement à partir des années 20, des marchandises émotionnelles qui n'ont pas été conceptualisées en tant que telles par la sociologie, puisque chez Marx, la marchandise, c'est un objet qu'on produit dans des champs ou dans des usines et dont la valeur est déterminée par le temps de travail. Un peu plus tard, Baudrillard, en France, Un autre un sociologue. autre sociologue, Jean Baudrillard, un autre sociologue français, a pensé à la marchandise comme un ensemble d'attributs, de signes. Et on n'a pas pensé qu'en fait, il y avait une catégorie de marchandises qui s'appelait la marchandise émotionnelle. Ce qui veut dire, Eva Illouz, qu'il y a en fait un lien, selon vous, entre le capitalisme, autrement dit le système marchand dans lequel on vit, et les moments les plus intimes, a priori, de nos existences, tels que l'amour. Il y a même une véritable imbrication, dites-vous, c'est ça? Alors, d'abord, je pense que la vocation de la sociologie est de montrer que ce qui semble être particulier, privé et personnel a un caractère beaucoup plus collectif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des variations qui sont entièrement les nôtres, mais ça veut dire qu'au moins une partie de cette expérience qui nous semble être personnelle et Mhm. privée, une partie est collective et structurée. Donc oui, c'est la vocation de la sociologie. Et je dirais que jusque dans les années 70 ou 80, l'amour n'a pas été étudié du tout par les sociologues qui ont préféré étudier les inégalités ou les religions, qui sont des phénomènes de façon beaucoup plus claire, collectifs. Et à partir des années 80, il y a eu un tournant dans les sciences sociales et les sciences humaines aux États-Unis qui a consisté à voir dans les émotions des pratiques publiques et collectives. Et donc, à partir de ce tournant-là, moi, j'ai commencé à examiner l'amour, le sentiment amoureux, et donc à le sortir de cette mythologie, de cette mythologie qui fait de lui un sentiment universel, ineffable, et au-delà des lois et au-delà de la société. Et on voit bien donc un jour comme aujourd'hui, autrement dit la Saint-Valentin avec son utilisation commerciale, comment il y a effectivement imbrication de ces deux sphères. Eva Illouz, dans la vignette que vous racontiez, cet homme et cette femme qui se préparent pour une rencontre amoureuse, il y a donc une différence profonde entre le temps, l'argent que l'homme et la femme vont consacrer pour cette rencontre. Y a-t-il, selon vous, des inégalités profondes sur ce qu'on pourrait appeler le marché amoureux entre les hommes et les femmes? Ah oui, alors là, vous abordez une autre question. Hem, alors, ce qui est intéressant, c'est que jus alors il y a eu jusqu'au début du XXe siècle ou moitié du XXe siècle, les hommes et les femmes, approchent le marché du mariage, de façon plus ou moins égale. Alors c'est étonnant parce que les femmes, n'ont aucun statut juridique et souvent ne peuvent pas voter, n'ont même pas vraiment le statut de citoyen. Mais en ce qui concerne le mariage, comme le mariage est régulé par, les églises et par les communautés, je dirais qu'il y a un rapport de force qui est symétrique, entre les hommes et les femmes. À partir des années 60, se produit ce que j'appelle une dérégulation, donc j'utilise un mot économique, une dérégulation de la sexualité. À partir des années 60, ce qui change considérablement, c'est que si jusqu'alors, comme dans toutes les sociétés traditionnelles, les hommes n'avaient accès à la sexualité des femmes qu'en échange de l'argent ou bien du mariage, à partir des années 60, je dirais que la sexualité des femmes est devenue libre et accessible à tous les hommes, sans contrepartie d'argent et sans contrepartie de mariage. Ce qui est une situation tout à fait nouvelle. Heu, alors les femmes ont vécu ça en partie, et à juste titre, comme une libération. Mais cette libération n'a pas été que libération, puisque comme les hommes, ont continué à avoir la mainmise sur à peu près toutes les structures sociales, l'économie, la politique et le militaire, ça a créé une situation d'inégalité dans ce qu'on appelle les marchés sexuels. C'est-à-dire que les hommes ont eu accès à beaucoup plus de femmes, les hommes ayant un statut social plus élevé, d'une part, et ayant plus de temps
pour choisir une femme d'autre part, Pourquoi plus de temps? plus de temps, puisqu'ils ne sont pas, tenus par l'impératif, biologique de reproduire, aussi vite que les femmes. Je vous rappelle que dans le monde traditionnel, le problème d'avoir des enfants était un problème masculin. Les hommes voulaient perpétuer leur nom. Ils voulaient avoir un héritier masculin et donc c'était un problème pour les hommes. Dans l'imaginaire, je parle de l'imaginaire. Dans cet imaginaire, les hommes veulent des enfants et ils veulent des garçons pour pouvoir perpétuer leur nom et pour avoir un héritier. Or, cet imaginaire se transforme complètement après les années 60. Dans notre imaginaire, ce sont les femmes qui deviennent préoccupées par la question de la reproduction biologique. Et, euh, et donc, alors que le mariage traditionnel voulait que les hommes et les femmes se marient à un âge relativement jeune, comme à partir du moment où on laisse cette tâche euh, aux individus, il va y avoir d'autres lois qui vont intervenir, et donc l'homme va l'homme va prendre beaucoup plus de temps pour prendre sa décision. Et une des choses qui m'a intéressée dans mon travail, c'est l'émergence de cette catégorie qui est devenue une vraie panique dans le monde occidental, cette catégorie culturelle qu'on appelle la peur de l'engagement. Et qui est Qu'est-ce que c'est la peur de l'engagement? Qu'est-ce qu'elle recouvre, Eva la peur Illouz? de l'engagement qui, au 19e siècle, est surtout le problème de la femme. Alors, celle qui se fait prier et celle qui ne sait pas et celle qui doute de la question de savoir si elle veut se marier ou pas, c'est la femme. J'avais examiné des lettres des classes moyennes supérieures, des lettres d'hommes et de femmes qui se faisaient la cour, et c'est systématiquement la femme qui se fait prier. Euh, et cette situation se renverse complètement au XXe siècle, notamment après la révolution sexuelle. C'est l'homme qui se fait prier, mais plus que ça, c'est l'homme qui devient confus. La peur de l'engagement, en fait, quand on parle de peur de l'engagement, j'ai essayé de traduire ça en termes sociologiques, en termes de transformation de la volonté, de la catégorie même de la volonté et du désir. On pense que le désir est universel et inchangé, mais le désir observe le désir est aussi influencé par un environnement culturel et économique. Et le désir masculin, en situation de sexualité libre, face à un grand nombre de choix, et surtout face au fait que l'économie capitaliste lui permet de subvenir à ses besoins économiques sans l'intermédiaire du mariage, alors tout cela fait que la volonté ou le désir masculin change et devient plus mou, en quelque sorte. Mais alors c'est quand même en partie paradoxal, Eva Illouz, parce qu'entre le 19e siècle et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la domination masculine se soit renforcée. Elle était déjà très forte au 19e. Euh, alors, elle ne se renforce pas, elle change de camp. Elle change de camp, euh, elle était dans le domaine légal, elle était dans le domaine politique et économique. Elle l'est restée, elle ne l'est plus dans le domaine légal. Mais cette domination se manifeste alors de façon subreptice et invisible des acteurs eux-mêmes. Elle se manifeste désormais dans le domaine de la sexualité et de l'amour. Et justement, lorsque l'on voit l'évolution, donc selon vous, de ce marché amoureux, Eva Illouz, le fait qu'il y ait aujourd'hui de nouvelles manières de rencontrer son conjoint, telles que par exemple les sites de rencontres, est-ce que ça modifie la donne et si oui, dans quel sens? Les sites de rencontres, ça modifie complètement les modalités du choix et de la rencontre. Ça va de soi. Alors, une des premières choses qui me semble notable, c'est que si dans le passé, on avait, on avait on ne connaissait pas en fait tout le marché des possibles, des choix possibles, on pouvait rencontrer 2 personnes par an
et on pouvait en 10 ans, on pouvait rencontrer 10 personnes et on n'avait à aucun moment, une conceptualisation de ces 10 personnes. Aujourd'hui, les sites de rencontres nous permettent de, se comporter véritablement en consommateur face à un marché parce qu'on a, on peut voir directement comme si, ces choix étaient sur une table de buffet, comme si on peut voir tous les choix possibles, dans un temps donné. Donc ça c'est inédit. Heu, cette position de consommateur et cette position de choix pur. Hem, dans ce sens-là, on peut dire que le sujet romantique ressemble de plus en plus au sujet économique et au sujet néolibéral, pour qui, le choix, définit même son individualité, la possibilité du choix. Et alors le fait d'avoir de plus en plus de choix, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Parce qu'on considère que c'est bien d'avoir le choix. Est-ce que dans le domaine amoureux, et pour évoquer l'amour, le désamour, le bonheur, je suis en compagnie de la sociologue Eva Illouz. Vous enseignez à Jérusalem, à Paris et à Princeton aux États-Unis, et vous poursuivez un travail où vous tentez de voir quels sont les liens notamment du capitalisme et du système en tant que tel avec des valeurs intimes telles que l'amour, telles que le bonheur qui est devenu aujourd'hui une sorte de but universel en Occident avec une véritable industrie qui est celle qu'on appelle le self-help aux États-Unis, autrement dit toute une série de manuels qui sont censés permettre aux uns et aux autres d'être heureux, de trouver les secrets d'une vie bonne. On écoute par exemple Mathieu Ricard qui incarne en France l'une de ces figures de ces manuels qui nous aident à être heureux. C'est quoi la recherche? C'est une recherche du bonheur, tout simplement? C'est une recherche pour trouver les causes de la souffrance, qui elles-mêmes sont causées par l'ignorance. Donc c'est tout un ensemble pour finalement s'apercevoir que beaucoup d'êtres aspirent au bonheur mais lui tournent le dos, redoutent la souffrance mais se précipitent vers elle. Nous avons une forme d'addiction à la souffrance par ignorance. C'est pour ça que le Bouddha, son premier enseignement, c'était quelles sont les causes de la souffrance, quel est le chemin qui mène à se libérer des causes de la souffrance. Donc c'est comme si vous allez voir un médecin, si vous êtes malade, il vaut mieux le savoir. Ce n'est pas la peine de fermer les yeux, de faire la politique de l'autruche. Mais une fois qu'il y a une possibilité de vous guérir, ça serait idiot de ne pas suivre les prescriptions du docteur. De l'amour au bonheur, Eva Illouz, il y a une quête continuelle en Occident. Pourquoi cette fascination actuelle pour le bonheur que vous avez notamment étudiée dans Apicratie? Alors, la fascination vient de ce que, le bonheur, qui était à l'origine au XVIIIe siècle, par exemple, tel qu'il a été utilisé par les révolutionnaires ou américains ou français, était censé être une idée en tant que telle révolutionnaire qui, donnait du pouvoir à l'individu contre les institutions. Cette idée s'est de plus en plus, inscrite dans des politiques. Alors vous disiez tout à l'heure que le bonheur et l'amour n'ont rien à faire en général avec, la politique, mais précisément, elles ont tout à faire avec la politique puisque, dans ce livre, on essaye de montrer que, la psychologie positive, ce qu'on appelle la psychologie positive à partir des années 90 aux États-Unis, a, essayé de changer, avec succès d'ailleurs, les politiques, gouvernementales, et on voit l'émergence de ce qu'on appelle Happiness and Index, d'index du bonheur dans, beaucoup d'endroits du monde, dans les démocraties et dans les pays non démocratiques. Le but de ces, Happiness Index, c'est de se substituer aux façons traditionnelles de mesurer, l'état, d'un État, par exemple, en mesurant par exemple les libertés, ou bien en mesurant, les revenus. Or, on trouve qu'il y a des États comme l'Arabie saoudite où les citoyens se déclarent être très heureux, et donc où il y a des pays comme Israël ont qui sont dans des situations politiques, très problématiques, se déclarent aussi très heureux, et ces index du bonheur commencent à se substituer à d'autres façons, de mesurer les performances politiques de ces pays. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a, mis
ces techniques du bonheur au service essentiellement des grandes entreprises, comme par exemple Coca-Cola. Coca-Cola a un institut qui s'appelle l'Institut du bonheur. Et beaucoup d'entreprises ont créé aussi une nouvelle fonction qui s'appelle The Chief Happiness Officer. Donc, Responsable du bonheur collectif au sein de l'entreprise, quelque chose comme ça. Responsable du bonheur. Donc, l'idée, c'est de créer une main-d'œuvre contente, heureuse. Et alors, l'effet pervers de ces nouvelles normes, c'est de rendre plus problématique et beaucoup moins légitime le fait d'être malheureux, d'être déprimé ou d'être en colère. Donc l'idée, c'est pas seulement d'améliorer le bonheur des travailleurs parce que le bonheur, en fait, améliore aussi la productivité, c'est aussi de rendre moins légitime un type particulier de travailleur qui est le travailleur qui râle, en fait, ou qui ne serait pas content. Il s'agit donc pour nous de créer un nouveau langage où la souffrance sociale en tant que telle ne peut plus tellement s'articuler. Alors là, je suis obligée d'être à l'opposé de Mathieu Ricard que je vous ai fait entendre, donc ce exact. moine bouddhiste qui prône le bonheur et un certain nombre d'exercices spirituels permettant donc d'atteindre la félicité. Voilà, donc puisque sur le plan politique, il est absolument crucial de pouvoir donner voix à la souffrance sociale. Or, quand la psychologie positive vous dit que le bonheur est à portée de main, il suffit de faire des exercices. Non, et donc, et dans la psychologie positive, vous êtes non seulement responsable de ce qui vous arrive, ce qui arrive dans votre psyché, mais vous êtes également responsable de ce qui vous arrive à l'extérieur. C'est-à-dire si, au fond, vous avez été licencié par votre entreprise et que vous déprimiez après ce licenciement, c'est que vous avez la fausse idée que l'environnement extérieur peut avoir une influence sur votre psyché ou votre psychisme. Donc il s'agit véritablement de créer un fantasme ou une illusion de toute puissance. Ce qui veut dire que finalement, cette quête du bonheur, c'est aussi une sorte d'invention de psychologues américains avec un but politique, alors qui n'est pas avoué, qui n'est peut-être même pas perçu d'ailleurs par ses promoteurs, mais en tout cas qui aboutit à une vision bien précise de la société, qui n'est pas du tout une vision neutre, Eva Illouz. Non, pas du tout. Alors, la quête du bonheur, elle est avec nous depuis la Grèce ancienne. Ce ne sont pas eux qui l'ont inventée, mais ils l'ont mis au service de forces sociales dont ils ne sont pas toujours conscients. Et un des effets pervers de cette nouvelle quête de bonheur, c'est de blâmer, d'accuser les classes ouvrières, les classes laborieuses de leurs échecs. En fait, il y a une longue tradition de blâme. Des classes ouvrières, on les a accusées d'être paresseuses, on les a accusées d'être dangereuses, on les accuse d'être désordonnées. On les accuse maintenant de ne pas suffisamment être responsables d'elles-mêmes, de s'occuper de leur psychisme. Donc pour moi, il s'agit de créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nouvelles hiérarchies sociales, des hiérarchies émotionnelles, et d'accuser les gens de classe laborieuse, de classe moyenne, qui seraient déprimés, qui n'arriveraient pas en fait à s'intégrer dans le tissu social, qui n'arriveraient pas à être contents dans une entreprise. Et l'idée, c'est de les tenir pour responsables. Et donc, à partir du moment où on les tient, eux, pour responsables, on a changé, on a fait quelque chose qui, politiquement, a beaucoup de signification, puisque ça veut dire que ce ne sont plus les entreprises, ce n'est plus la société, ce n'est plus l'État, ce n'est plus le système en tant que tel qui produit de la souffrance, ce sont les individus eux-mêmes qui ne savent pas gérer leur propre psyché. Alors, il y a les prophètes du bonheur, on vient d'en entendre un, Mathieu Ricard, et il y a aussi des gens qui sont un peu, peut-être pas des prophètes du malheur, mais en tout cas des prophètes d'une certaine vision quelque peu désenchantée de l'existence. Il y en a un qui, en ce moment, a beaucoup de succès en France, c'est Michel Houellebecq. On écoute le romancier. Non, il y a trop d'enthousiasme. On vit dans un monde trop enthousiaste, vraiment. Non, puis chaque fois qu'il y a... Je sais pas, par exemple, les gens font une randonnée en moyenne montagne, au lieu de dire ça, oui, c'est bien comme l'osier randonnée. Non, j'ai la passion de la randonnée.
c'est plutôt fatigant, quoi. Ou bien, que du bonheur, enfin, etc. Vous n'avez aucune passion, vous? Non, j'ai des plaisirs, mais j'ai pas de passion. Enfin, j'aime pas ce que ça recouvre, j'aime pas le côté malade de la passion. Et j'aime bien une certaine innocence qui peut se trouver dans le plaisir, d'ailleurs, hein, mais la passion, non, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Michel Houellebecq au micro de Frédéric Tadei, c'était dans le tête-à-tête de France Culture en 2013. Eva Illouz, vous qui êtes sociologue, vous avez étudié le bonheur au travers d'Apicratie, les marchandises émotionnelles, votre dernier livre, et aussi une manière d'envisager le rôle des émotions. Comment expliquez-vous le succès de Michel Houellebecq en France et dans le monde, parce que Sérotonine est aujourd'hui un roman dont on a beaucoup parlé, alors même qu'il s'agit d'une vision extrêmement désenchantée de l'amour. On fête la Saint-Valentin aujourd'hui et on ne peut pas dire que Michel Houellebecq incarne le romantisme. Alors, je n'ai pas réfléchi à la question à véritablement parler, mais je vais vous donner quelques hypothèses. Je pense qu'il y a au moins deux voix chez Michel Houellebecq. Il y a la trame narrative, ce qu'il raconte, et puis il y a toujours quelque chose dans son écriture qui analyse ce qui se passe. Dans ces analyses, Houellebecq est toujours curieusement sociologue. Alors je ne sais pas s'il aimerait ça, parce que je crois qu'il tient les sociologues un petit peu en mépris, me semble-t-il. Dans son dernier roman, Sérotonine, il réserve des mots très durs pour les sociologues. Et alors, il décrit quand même une matrice, je dirais, une sensibilité extrêmement moderne. Il décrit le néolibéralisme sexuel, c'est-à-dire le fait que la sexualité a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, dérégulée, et que dans ce marché, il y a les beaux et les pas beaux, et qu'il y a de nouvelles égalités, que tout le monde n'est pas égal vis-à-vis de ce marché de la sexualité. Donc, alors dans son cas, ce sont les hommes qui sont les grands perdants de ce néolibéralisme sexuel. C'est pas mon analyse. Dans mon analyse, ce sont les femmes. Mais je pense que ça, c'est une des grandes raisons pour lesquelles il a eu beaucoup de succès. C'est parce que ça a été un des premiers à rendre compte de cette nouvelle situation, de ce que lui appelle, me semble-t-il, le néolibéralisme sexuel, ou en tout cas ce qu'on peut appeler le néolibéralisme sexuel. La deuxième chose, c'est la consommation. Houellebecq se moque beaucoup de nos goûts, de nos habitudes de consommation. Et même dans l'extrait que vous venez de nous faire entendre, je pense que la raison pour laquelle il se méfie de la passion, c'est parce que la passion, c'est, enfin en tout cas de ce type-là dont il parle, c'est quelque chose qu'on cultive quand on a des hobbies, quand on a des loisirs. On a la passion de la randonnée, la passion du ski, la passion de la plongée sous-marine. Et Houellebecq est quelqu'un qui regarde avec beaucoup de distance et d'ironie précisément nos habitudes de consommation et nos pratiques consommatoires. Donc la passion, c'est cette passion-là qui regarde avec ironie. Je pense que donc Houellebecq a recréé un peu à la Balzac ou Jane Austen, il recrée tout un univers social autour de ces personnages. Et donc c'est en ce sens-là un romancier classique. Pour moi, c'est un romancier du 19e siècle, dans la forme de roman qu'il nous donne, mais simplement adapté au 20e siècle, puisqu'il s'agit de démontrer comment cette sexualité dérégulée, le monde de la consommation, fonctionne et crée ce genre de vide métaphysique dont ces livres parlent tellement bien. Vous considérez, Eva Illouz, que ce que vous appelez la dérégulation du marché amoureux s'est traduit au détriment des femmes, qu'elles sont aujourd'hui les perdantes de ce marché amoureux, mais ce qu'il y a d'étonnant, peut-être que le paradoxe n'est qu'apparent, c'est que l'amour a aujourd'hui une place extrêmement importante dans nos existences, alors même que cet amour fait mal. Je prends le titre de l'un de vos ouvrages, Eva Illouz,
Et on peut se demander finalement pourquoi il y a à la fois cette possibilité aujourd'hui de vivre l'amour comme on le souhaiterait et à la fois ce malheur qui survient bien souvent au terme ou pendant même l'aventure amoureuse. Oh, les 2 vont ensemble puisque la célébration de l'amour, c'est aussi la célébration de la culture individuelle. Les communautés ne sont plus là, et heureusement, pour, assurer les mariages. Les familles non plus. Il s'agit d'être, tout seul, pour trouver, quelqu'un avec qui on va, s'affronter, je dirais, à la société et aux complexités de la vie moderne. La vie moderne est très complexe et c'est le couple qui doit, en quelque sorte, assurer beaucoup de fonctions qui étaient assurées dans le passé par les communautés. Donc le couple revêt une importance sociologique capitale. C'est pour ça que l'amour, on a le sentiment que l'amour est tellement important. C'est autant l'amour, mais c'est aussi le couple comme structure sociologique de soutien. C'est devenu la seule structure sociale de soutien pour les individus. Mais en même temps, c'est les mêmes forces qui font que cette structure est devenue tellement fondamentale, ces mêmes forces sont toujours présentes. Et elles sont toujours présentes dans le sens où elles vont aussi menacer constamment le lien, l'attachement, la stabilité, etc. Donc, je ne sais pas, Badiou disait dans un interview... Alain Badiou, un philosophe. Oui, Alain Badiou disait dans une interview que le couple idéal pour lui, c'était le couple qui durait jusqu'à 90 ans. Eh bien, dans la culture dans laquelle on vit, cet idéal est de moins en moins possible, puisqu'il s'agit puisque les idéaux qu'on a, ce sont des idéaux d'autonomie, d'ailleurs dont Houellebecq parle très bien dans son dernier livre notamment, puisqu'il s'agit d'un homme qui loupe finalement sa vie, il rate sa vie, et il rate sa vie parce qu'il croit trop à ses idéaux d'individualité et d'autonomie. Donc l'idéal d'autonomie, l'idéal aussi de variété, d'accumulation d'expériences, de sexualité, de plaisir qui va durer toute la vie, de plaisir sexuel qui va durer toute la vie. Tout cela, ce sont des forces qui vont contribuer à rendre ce couple beaucoup plus difficile à réaliser. Ce qui veut dire que finalement, on aboutit, si l'on vous suit, Eva Illouz, à une vision assez désespérante, parce que la société traditionnelle n'était pas une société qui rendait l'amour aisé. Tous les romans du 19e montrent finalement des gens malheureux en amour, et aujourd'hui, eh bien, la liberté acquise ne les rendrait pas plus heureux, ne nous rendrait pas finalement plus heureux. Oh, écoutez, j'aime pas tellement comparer les périodes entre elles. J'aime pas dire qu'on était plus heureux avant ou qu'on l'est aujourd'hui, plus. Mais il s'agit sûrement pas, en tout cas pour moi, de dire que le passé était mieux qu'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans des structures sociales quel type d'émotions est rendu possible. Alors, une chose est claire, quand les communautés régulent le sentiment amoureux, ce sentiment amoureux est beaucoup plus intense. Et il se vit il se vit aussi dans la totalité. Et on peut dire que le grand amour, cette idée du grand amour, c'est une idée de société où la relation entre les jeunes gens est très régulée. Paradoxalement et ironiquement, cette idée du grand amour s'effondre à partir du moment où le grand amour est devenu possible, où il n'y a plus de régulation et de surveillance de la part des communautés et des familles sur le choix du conjoint. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce type d'analyse, c'est de voir les ironies de nos choix collectifs. Par exemple, la liberté. On a fait un choix collectif de choisir la liberté sexuelle. C'était un choix collectif très important, surtout pour les femmes. Mais ce choix collectif ne nous rend pas plus heureux et ne nous rend pas plus susceptibles d'aimer ou d'aimer longtemps. Donc la liberté, et de plus, la liberté sexuelle a été récupérée
de façon, je dirais, intensive par par des industries capitalistes. Donc, puisque c'est le corps de la femme, le corps sexué, ce qu'on appelle la sexualisation du corps de la femme, a été récupéré par des industries de la pornographie, du film, de la publicité, pour vendre encore plus de marchandises. Donc, euh, donc, moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est pas de tracer des lignes de progrès ou de nostalgie, mais c'est de comprendre les effets pervers de valeurs qu'on a au départ choisies. Voilà. Et alors, si on essaye justement de comprendre l'amour et la place qu'il occupe aujourd'hui, que peut-on dire du désamour, Eva Illouz, vous qui êtes sociologue et qui étudiez donc les raisons pour lesquelles on tombe amoureux ou on cesse de l'être? Qu'est-ce qu'on peut dire du désamour? Le désamour, alors j'ai écrit un livre qui n'est pas encore paru en France sur la question. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'était de montrer que précisément le désamour est devenu une condition, je dirais, intrinsèque de la situation des hommes et des femmes modernes. Et ce que j'appelle par désamour, ce sont deux choses. Un, c'est le fait de ne pas pouvoir rentrer dans une relation, le fait que les relations s'évaporent, disparaissent aussitôt après avoir commencé. Après une première rencontre sexuelle, elles disparaissent tout de suite, ou alors la rencontre sexuelle n'a même pas lieu. Donc ça, c'est un processus qui m'intéresse. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi autant de relations n'ont pas lieu alors qu'elles auraient pu. Et ensuite, c'est la raison pour laquelle, même après des relations, disons de 1 an, 2 ans, ou stables ou mariées, tellement de relations finissent dans le désamour. Donc, et les deux, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que les deux situations, c'est-à-dire la situation où une relation ne commence pas, et la situation où on est depuis longtemps avec quelqu'un et on sent plus d'intérêt pour cette personne, dans les deux cas, on va avoir des forces, je dirais, collectives, culturelles, qui vont être très similaires. Par exemple, l'importance du corps et de la sexualité dans les deux cas. Le positionnement de la sexualité par rapport à l'émotionnalité, ça va être une des raisons pour lesquelles il y a du désamour. Vous étudiez l'amour, le désamour, et puis votre dernier livre parle des marchandises émotionnelles, autrement dit, la manière dont le capitalisme et la société marchande plus généralement, et Eva Illouz, s'est emparé des émotions et en fait commerce. C'est ce que vous appelez les immodities, je crois. Et comment évoquer ces nouvelles marchandises et à quoi servent-elles? Alors, ce sont des émotions qui sont vendues et conçues en tant que telles, qui sont conçues comme des marchandises et qui sont vendues comme des marchandises et qui viennent souvent se greffer sur d'autres marchandises. Par exemple, au début du XXe siècle, on a inventé le disque. Le disque était en tant que tel une sorte de marchandisation de la musique, puisqu'avant on consommait la musique ou bien dans des concerts ou bien dans des occasions publiques, par exemple pour des funérailles ou une parade publique. Donc le disque amène la musique à la maison. Et vers les années 1910, Thomas Edison a une idée géniale, formidable, qui est de vendre des disques en fonction de l'état émotionnel qu'ils vont créer chez le consommateur. Donc, il recrute un chercheur qui travaille pour Edison et ensemble, ils vont créer une vaste classification de musique à des fins émotionnelles. Et donc, ils créent cette classification. Donc, ils vont créer des musiques pour la fierté, des musiques pour le dévouement, des musiques pour l'amour. En fin de compte, ils ont pas mis leur projet à exécution. Ça prendra plusieurs années avant que ce soit le cas. Mais ça, c'est un exemple donc de marchandise émotionnelle qui se greffe sur une autre marchandise. Et donc, on peut dire que ce type de musique
son objectif était à la fois d'aménager, de créer un aménagement de l'individu au sein de l'espace domestique, et à la fois de créer un aménagement psychique et émotionnel au sein du sujet lui-même. Je prends un deuxième exemple qui nous est familier à tous. C'est le tourisme. Gérard Blitz, qui est le fondateur du Club Med, en 1945, le gouvernement belge lui demande de gérer un centre de réadaptation destiné aux survivants des camps de concentration. Alors Gérard Blitz a cette idée qu'il faut leur donner du soleil et il faut leur donner de la relaxation. C'est à partir de cet événement que plus tard, en 1957, Gérard Blitz va penser à créer une société commerciale qui va s'appeler le Club Med, qui est devenu l'empire touristique que l'on sait. Et cet empire touristique vend une nouvelle émotion qui n'existait pas auparavant. Et cette émotion, c'est, est-ce que vous devinez, Guillaume, la relaxation. La relaxation qui est donc une nouvelle émotion qui n'existait pas au XVIIIe siècle et qui vient du vocabulaire médical. Et ça change complètement la conception du tourisme, puisqu'il s'agit d'un tourisme de masse, alors que jusque-là, le tourisme était réservé aux classes aristocratiques ou bourgeoises. Et donc, le tourisme était de luxe. Le tourisme était souvent à des fins éducatives, ce qu'on appelait le grand tour, ou bien il avait des fins médicales. Hein, on allait au bain. Or, là, il s'agit d'une nouvelle conception du tourisme qui est destinée à tout le monde et où on vous vend de la relaxation. C'est comme ça que Gérard Blitz a conçu le Club Med au niveau de sa forme spatiale, au niveau, par exemple, le fait qu'on n'ait pas d'argent, c'était considéré comme un des moyens pour être dans un état de relaxation maximale. Et c'est l'un des exemples de marchandises émotionnelles que vous évoquez dans votre livre, Eva Illouz, le livre que vous publiez au Premier Parallèle, l'éditeur, où on trouve également votre autre ouvrage, Apicratie. Je vous présente mes camarades qui viennent clore cette émission, Aurélien Bélanger pour sa conclusion et Mathilde Serrel pour son billet culturel. Bonjour à tous les deux.